Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien avec le soleil, c'est le printemps, tout est en fleurs, tout est en train de revivre et l'informatique aussi ou pas d'ailleurs, on verra avec le sujet du jour. Mais déjà, laissez-moi vous saluer, vous qui êtes déjà dans le chat. Salut Stéphane, Stéphane Philippard, fidèle parmi les fidèles. René, alias Hugla, pareil. Mister Chavenet, il y a Anton Mapton aussi, bienvenue à toi. Karmika Tosaurus, bien le bonjour. Flashbios, toujours ici présent très très régulièrement. Fixou, alias Fixoulab FX, je te fais plein de bisous. D'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne de Fixoulab. Il fait plein de trucs sur de l'électronique, des lives toujours super sympas. Je crois qu'il stream plutôt essentiellement le dimanche, voilà. Mais voilà, donc allez vous abonner à sa chaîne. Ça mange pas de pain. CDPO 1, bienvenue à toi. Et puis je vois d'autres personnes aussi là qui sont en attente. Il y a Kigorg, Philippe Charrière, bienvenue, bienvenue. Je te fais plein de bisous aussi. Allez voir ce que fait Philippe aussi sur sa chaîne. Il y a plein de super petits sujets sur l'IA, sur les modèles, sur plein de choses. Ça pourrait vraiment fortement vous intéresser. Bref, il y a plein de monde aujourd'hui là dans le chat. Bienvenue à toutes et à tous. Bah écoutez, on va reprendre un petit live avec un nouveau sujet où aujourd'hui je voulais vous parler de la fin des compilateurs. Ça y est, leur mort est bel et bien annoncée, ou pas d'ailleurs. C'est un petit peu là-dessus que je voudrais débattre aujourd'hui. Ça va plutôt être un sujet pour essayer un petit peu de démêler un petit peu tout ce qu'on se dit, le vrai du faux, d'essayer de faire une prospective sur l'avenir. Évidemment, encore une fois, je ne prétends pas du tout avoir la boule de cristal qui permettra de dire, vous donner une vérité absolue sur le sujet. Mais en ce moment, je vois beaucoup passer d'assertions sur les réseaux sociaux, notamment X, Blue Sky et tant d'autres, où des gens, peut-être parfois en mal de visibilité ou de vouloir faire des punchlines, annoncent des choses par rapport à nos outils. Alors, il est indéniable que depuis quelques temps, je pense que vous l'aurez toutes et tous remarqué, que l'IA prend une part assez importante dans notre quotidien de développeurs et développeuses logiciels. Cette IA, on peut plus l'ignorer. On ne peut plus l'ignorer parce que ce sont vraiment des outils qui sont arrivés sur le marché et qui sont arrivés à un point qui est suffisamment mature aujourd'hui pour être utilisé, entre guillemets, en production, dans le sens en production de code. Et c'est ça que je voudrais dire. Alors, on peut citer Claude Code, évidemment, qui aujourd'hui, selon moi, et j'ai déjà fait un sujet dessus, est pour moi le meilleur outil du marché, ou en tout cas le moins mauvais. Voilà, on peut voir ça un petit peu dans les deux sens. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Il y a OpenAI qui s'y met, qui essaye de rattraper ce retard avec Codex. Et puis il y a plein d'autres outils et modèles qui vous permettent aujourd'hui de produire du code. Je pense notamment à CoenCoder 3, par exemple, qui est un très bon modèle aussi. Et il commence à y avoir plein d'outils autour de tous ces modèles aussi, qui peuvent être des modèles open weight. Alors j'avais déjà fait un sujet sur la différence entre open source, open weight, etc. Si vous allez sur ma chaîne, vous retrouverez ça. Peut-être que je vous remettrai peut-être le lien dans la description de la vidéo quand elle sera sur YouTube cet après-midi. Mais donc il existe aujourd'hui plein de modèles open weight, c'est-à-dire qu'on peut utiliser globalement librement, voilà, typiquement. Et que l'on peut adjoindre à certains outils tels OpenCode, par exemple, pour ne citer que lui, qui permettent donc de pouvoir s'augmenter. Voilà, ces termes un petit peu consacrés, le terme à la mode, faire de nous des développeurs et des développeuses augmentés, s'augmenter en termes de capacité de production de code. Donc ça, comme je le disais, on ne peut pas ignorer que le marché est en train de se bouleverser par rapport à tout ça. Et très concrètement, pour revenir un petit peu sur la conclusion que j'avais faite sur la vidéo sur Claude Code il y a quelques semaines, je pense que les entreprises ou les gens qui ne vont pas aller vers de la production de code, comment je dirais, qui a été produite avec de l'IA, en tout cas avec l'aide de l'IA, et non pas que du code produit par l'IA, mais avec l'aide de l'IA, je pense que ces personnes-là vont automatiquement se mettre dans un corner et ils vont sortir du marché. Voilà, c'était un petit peu le fond de ma conclusion.
Ça ne veut pas dire que tout est blanc, tout est noir, que tout est bien ou que les choses sont pas bien. Je pense qu'il faut toujours trouver le bon niveau de curseur par rapport à ça. Mais l'IA, au-delà de bouleverser nos habitudes de développeurs et de développeuses, ça vient aussi bouleverser les outils. Alors, les premiers outils qui ont été vraiment bouleversés, je pense, sur le marché, on l'a vu dès le début, ce sont les outils de création d'assets. Typiquement, créer des images, créer des vidéos. Maintenant, en 2026, le 23 mars 2026, aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire que lorsque vous voyez une vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, sur TikTok, sur YouTube, etc., il est quasi impossible de faire la distinction entre le réel et le virtuel, de savoir si ça a été généré par des humains ou si ça a été généré par une IA. Et donc, tous les outils ont été bouleversés ces 3-4 dernières années de façon très progressive et c'est en train aussi de bouleverser notre quotidien de producteur de code parce que, bah, évidemment, tous ces modèles évoluent et évidemment, ça vient marcher sur nos plates-bandes de créateurs de valeur. Je vais dire ça comme ça, on crée de la valeur. Et là où je voulais en venir, c'est que en plus de bouleverser notre quotidien à nous, êtres humains, mais ça vient aussi bouleverser le quotidien des outils, parce que ces outils commencent à empiéter très largement sur des outils que nous utilisons au quotidien, et notamment les compilateurs. Les compilateurs de langage, alors, les compilateurs de langage, ce sont des logiciels, peut-être presque les premiers logiciels qui ont existé. Rappelez-vous, pendant les années 40, les premiers ordinateurs sont arrivés, notamment pour faire une chose, bah, c'est pour faire la guerre, hein, on va pas se mentir. Ils ont beaucoup aidé à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale et au tout début, les ordinateurs étaient programmés dans ce qu'on pourrait appeler bah, du langage machine, hein. Les gens programmaient, entre guillemets, si je schématise rapidement, à base de 0 et de 1 et n'avaient pas de langage de très très haut niveau. Puis, en 1951, il y a eu une révolution, l'écriture du premier compilateur par Grace Hopper, que je ne présente plus. Tout le monde devrait connaître Grace Hopper, donc, qui est une ingénieure américaine qui a donc créé le premier compilateur, qui a abouti au premier compilateur, notamment COBOL, puisque c'est elle qui a inventé COBOL. Et s'en est suivi bah, une très très longue lignée de compilateurs dans plein de langages différents. Très rapidement après ce premier compilateur, donc qui n'était pas pour du COBOL, mais pour un langage, je dirais, de plus haut niveau que le langage machine, est très très vite arrivé d'autres langages. On peut penser notamment au Fortran, alors le Formula Translator, le Fortran qui a été un langage très 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 utilisé dans le domaine scientifique et qui l'est toujours. Il faut savoir que le Fortran est toujours très utilisé dans certains domaines de niche, dans le calcul scientifique, parce que c'est un langage qui est extrêmement efficient. Mais là, je suis en train de m'égarer. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que bah, tous ces outils de compilation, bah, ce ne sont pas des outils qui sont très récents. Puisque tout ça, c'est une discipline qui a maintenant, on va dire, 75 ans, hein, si mes calculs sont exacts. Et au fur et à mesure, bah, ces compilateurs, ces outils ont évolué pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui, des compilateurs qui savent compiler différents langages, du C, du Rust, ça peut compiler du Java, du Pascal, tout ce que vous voulez, tous les langages que vous pouvez imaginer. Et en plus de ça, ils sont arrivés à un niveau de maturité qui est quand même assez exceptionnel, puisque lorsque l'on voit le code qui est généré par ces différents compilateurs, le code machine généré, donc c'est-à-dire, quand je parle de code machine, c'est-à-dire le code binaire que les microprocesseurs modernes sont capables de comprendre et d'exécuter, bah, évidemment, on voit qu'ils sont arrivés à un niveau de maturité qui est quand même assez époustouflant, puisqu'ils arrivent à faire à avoir une compréhension, entre guillemets, de ce que nous racontons à ces compilateurs dans des langages de très haut niveau, du C, du C++, du Rust, encore une fois, différents langages, et de produire un code machine qui est suffisamment compact et optimisé pour être exécuté par des microprocesseurs et rendre le service pour lequel on a écrit ces programmes. Voilà. Et il n'y a pas si longtemps, je traînais encore une fois dans les méandres des internets et je suis tombé sur
Un tweet et enfin un tweet en particulier, mais plusieurs tweets qui ont découlé de ça, je les ai pas tous retrouvés et je vais vous partager ça, à l'écran. Je suis tombé, sur ce tweet de ce monsieur qui se nomme Dustin et donc qui rebondissait sur encore une fois une assertion donc d'Elon Musk, encore et toujours lui, qui toujours fait, des allocutions, toujours très grandiloquentes, et qui se veulent, entre guillemets «visionnaires» et Elon Musk qui disait il y a pas si longtemps que, les développeurs vont mourir en 2026, vont mourir, ils vont disparaître de leur belle mort parce que la machine est arrivée à un et la machine assistée par l'IA, j'entends, est arrivée à un tel niveau de maturité que, en fait, on va plus avoir besoin de développeurs et à ceci, j'ai rebondi un petit peu, de tweet en tweet et je me suis retrouvé, finalement, avoir des tweets où des gens prédisaient la disparition des compilateurs parce que aujourd'hui, nos modèles de langage, on peut parler de Claude, de Codex et j'en passe et des meilleurs, ceux que j'ai cités tout à l'heure, sont capables de produire des programmes dans des langages de très haut niveau. Mettez-vous avec Claude Code, dites-lui d'écrire du Python, il va écrire du Python. Dites-lui d'écrire du C ou du C++ ou du Rust, il va écrire du Python, du C++ ou du Rust. Donc, en fait, il y a pas de problème en soi. Et en fait, la vraie question, et la question est légitime, c'est de se dire, est-ce que ces programmes que sont les compilateurs, euh, finalement, servent encore à quelque chose? Parce que les modèles de langage ont tout à fait les capacités, les compétences d'écrire directement du langage machine. Quand je parle de langage machine, c'est encore une fois le langage binaire qui est compréhensible directement par le microprocesseur. Alors, si on travaille sur des machines virtuelles, des choses d'un peu plus haut niveau, typiquement du Wasm, bah, typiquement, ces modèles de langage peuvent écrire directement du code binaire Wasm qui serait exécutable par la machine virtuelle de votre navigateur ou de votre interpréteur Wasm. Donc, et en fait, c'est là où je voudrais rebondir. Je ne pense pas que ces choses-là vont arriver. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai envie de dire, le compilateur a toujours cette importance dans notre chaîne de production de valeur parce que, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'un LLM est un concurrent du compilateur ou juste un producteur de code source? Ça, c'est une question qui est à se poser. Et si l'IA nous génère du code moyen, est-ce que le compilateur devient finalement le dernier rempart, entre guillemets, en termes de sécurité et de qualité de code sur du code généré et exécuté par nos microprocesseurs? Et puis, j'ai envie de dire, finalement, est-ce que les optimisations que l'on a apprises finalement ces modèles de langage pour écrire du code machine qui ont été écrites à la main. Alors là, big up, vraiment gros big up au projet FFmpeg où c'est, je pense, le projet qui a le plus de code assembleur qui est écrit à la main. Et je crois que c'est le projet où il y en a le plus partout dans le monde. Voilà. Et ça a une vraie valeur, hein. Ça a une vraie valeur. Pourquoi? Parce que ce code, c'est du code qui a été vraiment développé, écrit, ciselé à la main pour avoir des optimisations et profiter du maximum de performance des différentes architectures. Donc, si demain, finalement, il n'y a plus ces gens-là pour écrire le code, comment le LLM va faire pour produire du code de qualité? Et au final, je pense, quelque part, euh, finalement, le but d'un LLM, c'est pas tant d'aller écrire du code machine, c'est d'aller écrire du code qui soit compréhensible par un humain, parce que là, depuis tout à l'heure, je parle de production de code, mais il ne faut pas oublier que on doit produire du code parce que des gens ont besoin de produire du logiciel, et que pour produire ce logiciel, il faut qu'il y ait des gens qui ont une expertise particulière pour produire ce logiciel, assisté ou pas par l'IA. Et que si demain, on a la capacité de produire du code binaire directement par des LLM, qui va relire le code qui est généré? Et en fait, c'est là où je pense que y a quelque chose que les gens omettent, c'est que même si techniquement il est possible à un LLM de faire générer du code machine, et en fait, faut pas oublier que entre le code généré et ce qu'on lui a demandé, il y a quand même un humain qui a demandé quelque chose, et il faut que cet humain soit en capacité de voir ce qui a été produit par la machine. Et je défie quiconque aujourd'hui, mais vraiment quiconque, peu importe le niveau de technicité, de prendre un code assembleur qui a été généré, et encore plus qu'un code assembleur, c'est-à-dire qu'un code binaire,
de l'ouvrir avec un éditeur hexadécimal et d'arriver à comprendre l'intention qui a été demandée au LLM pour produire ce code binaire. Voilà. Donc, je pense que, en fait, les langages de haut niveau vont continuer à exister. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a différentes choses qui sont aussi un frein à la production d'un binaire directement par LLM. Le fait est, c'est qu'on utilise différentes architectures de microprocesseurs. Vous connaissez le concept d'ISA, donc Instruction Set Architecture, et le concept d'ABI, qui est la façon de, si je résume très simplement, les conventions qui permettent de dire comment j'appelle une fonction et comment je fais appel à mon noyau, à mon système d'exploitation. Et en fait, il en existe vraiment énormément. Il y a le x86, le x86-64, il y a l'ARM, le RISC-V, le Spark, j'en passe et des meilleurs. Enfin, il y a plein d'architectures qui existent avec toutes les variantes possibles et imaginables. Et en fait, le LLM est vraiment très fort sur la façon de pouvoir, au travers d'une question ou au travers d'une demande, de pouvoir formaliser et exprimer quelque chose dans un langage, entre guillemets, de haut niveau. Et au final, ce langage de haut niveau, c'est ça qui doit être pris pour être mis dans un compilateur, ensuite pour aller générer le point de détail d'implémentation, le point de détail d'exécution, si j'ose dire, pour produire le code machine. Et en fait, je pense très clairement que le compilateur ne va pas disparaître, et au contraire, je pense que son rôle va continuer de s'accroître au fur et à mesure des années. Vous vous souvenez, très récemment, il y a eu une expérimentation qui a été faite par Anthropic et je vais vous repartager mon écran tout de suite, dès que j'aurai affiché le lien. Voilà. Prenons, ce blog post d'Anthropic où il y a quelques semaines, c'était début février, Anthropic a annoncé avoir créé ex nihilo, de zéro, un compilateur C avec juste un budget de 20 000 $, 20 000 $ dépensés en API pour Claude Code, voilà, avec Opus 4.6. Donc, allez lire cet article, je vous le partagerai, ce sera dans la description du replay qui sera sur YouTube. C'est très intéressant et je m'étais fortement intéressé à ce qui avait été produit en termes de code. J'étais allé voir le code qui était produit. Alors, le compilateur C, c'est là où c'est assez intéressant, il a été écrit en Rust. Bon, pourquoi pas, admettons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau où le compilateur qui a été écrit était d'assez bon niveau, je dirais. C'est-à-dire capable de compiler de nombreux projets, y compris le noyau Linux. Mais beaucoup de choses manquaient. Il manquait un assembleur, il manquait beaucoup de choses sur lesquelles, en fait, tous ces petits points de détail dans la chaîne de production de binaires, ils ont utilisé des morceaux d'autres projets pour pouvoir, on va dire, combler les trous. Mais en tout cas, ils ont réussi à écrire un compilateur C. Force est de constater, c'est que le compilateur qui a été créé, grâce, on va dire, à de nombreux agents qui ont tourné pendant plusieurs semaines pour pouvoir produire ce code, en fait, est arrivé à un niveau que l'on peut qualifier d'un niveau de bon compilateur, mais très 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 loin du niveau d'un GCC ou d'un LLVM, d'un CLang, par exemple, pour différentes raisons. Pour des raisons déjà que tous ces projets que je viens de citer, GCC, LLVM et tant d'autres, existent déjà depuis des dizaines et des dizaines, enfin des quarantaines d'années même. GCC existe depuis près de 40 ans, puisqu'il date de sa première version date de 1987. Et évidemment, a accumulé une certaine, comment je dirais, les gens ont utilisé une certaine expertise au fur et à mesure des années et des décennies pour produire des compilateurs qui savent optimiser précisément le code en se basant sur l'expression de besoin, donc qui est un langage de haut niveau, qui lui va s'abstraire un petit peu de ces points de détail d'implémentation. Et c'est là où je veux en venir, c'est que en fait, même si l'IA aujourd'hui est techniquement capable de produire du code machine, la preuve en est, c'est qu'elle est capable de produire un compilateur qui est capable de produire du code machine, le niveau de code produit est encore loin, et je ne dis pas qu'il serait impossible de l'atteindre, mais il est encore loin de ce qui existe aujourd'hui sur des compilateurs modernes. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte. Comme je le disais, l'ISA, la BI, plein de détails d'implémentation des jeux d'instruction des microprocesseurs. Or, est-ce qu'il est
Est-ce qu'il est intéressant d'aller dépenser des tokens pour produire directement du code machine, ou est-ce qu'il est plus judicieux de dépenser des tokens pour produire du code de haut niveau qui est ensuite compilable par des automates, parce que les compilateurs ne sont que ça, ils ne sont que des automates qui prennent une entrée, et vous pouvez passer votre compilateur 10 fois d'affilée sur la même entrée, vous obtiendrez la même sortie. Et ça, c'est un point où je voulais amener, c'est-à-dire que lorsque vous produisez quelque chose avec un LLM, posez-lui 2 fois la même question, vous verrez que la réponse sera jamais la même. Et aujourd'hui, il est impensable d'avoir un compilateur où vous lui soumettez 2 fois le même code source pour obtenir 2 binaires différents. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, alors évidemment, on pourrait avoir différentes protections qui nous permettraient de nous prémunir de ce genre d'avanie, si j'ose dire. Mais en fait, il est à noter que, en fait, c'est pas désirable. C'est pas désirable dans de nombreux types de projets. Et je vais y venir juste après. Il y a plein de domaines où il n'est pas possible de dire que pour la même entrée, on n'obtient pas la même sortie. Les compilateurs, encore une fois, sont des automates, et ce sont des automates qui sont reproductibles. C'est-à-dire, vous filez 10 fois d'affilée la même entrée, 10 fois, vous obtiendrez la même sortie. Si vous n'obtenez pas la même sortie, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé quelque part. Et ça nous permet aussi d'apporter un certain niveau de confiance sur ce que l'on va délivrer qui va tourner en prod. Et quand je dis en prod, c'est pas forcément le dernier site web ou le dernier réseau social à la mode, etc. C'est ce qui va tourner aussi dans les ECU, dans les calculateurs de vos voitures, dans les calculateurs des avions, des trains, ce genre de choses, etc. Et là, on a besoin d'avoir quelque chose qui soit complètement auditable, répétable et reproductible. Voilà, systématiquement. Et c'est là où je veux en venir, c'est que demain, quelque part, vous ne pouvez pas dire je développe un logiciel qui va rentrer dans l'ECU d'une voiture. Donc l'ECU, c'est le calculateur de la voiture qui permet de prendre des décisions, plusieurs centaines, voire milliers de fois par seconde. Ce calculateur prend des décisions pour savoir est-ce qu'il doit freiner à votre place, est-ce qu'il doit déclencher l'ABS, est-ce qu'il doit faire plein de choses. Vous allumez un voyant sur votre tableau de bord, ce genre de choses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous travaillez dans ce genre d'industrie, l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique, vous vous reposez sur des normes auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, des normes MISRA, par exemple MISRA C, qui est une norme qui existe depuis fort longtemps, ma foi, depuis la fin des années 90, et donc qui permet de mettre des guidelines sur comment on doit développer sur votre langage de haut niveau. Alors là, le Mistral C, on peut dire que c'est un langage de haut niveau par rapport à l'assembleur. Il existe aussi une version Mistral C++, donc qui permet d'appliquer aussi des règles sur comment vous devez coder dans ces langages de haut niveau. Et il existe plein d'autres normes dans plein d'autres langages qui vous permettent d'avoir un programme qui soit valide, qui soit sans undefined behavior, parce que beaucoup de langages, dont le C, le C++, mais pas que, plein d'autres langages, ont des comportements inattendus dans certains cas. Lorsque vous utilisez des opérateurs dans un sens, lorsque vous faites des manipulations de pointeurs très hasardeuses, parfois, vous pouvez avoir des comportements dits indéfinis, le fameux undefined behavior. Et en fait, toutes ces normes viennent cadrer comment vous devez écrire un programme. Alors, il n'est pas impossible de faire ingérer ces normes à LLM pour produire de langage machine. Mais ce qu'il faut, c'est que une fois que le programme est compilé, ces programmes-là, que vous compilez pour vos calculateurs de bord, que vous compilez pour vos avions ou ce genre de choses, en fait, ils sont édités. Ils sont audités par des dizaines et des dizaines de personnes qui vont faire fonctionner ces programmes sur des simulateurs, qui vont faire des revues de code extrêmement poussées pour pouvoir vérifier que ces codes-là sont exempts de bugs, etc. Donc il y a quand même ce contrôle humain. Pourquoi ? Parce que si jamais vous laissez un bug majeur dans ce genre de programme et que personne n'a relu ce programme, qu'est-ce qui se passe ? À la fin, vous tuez des humains. Parce que votre voiture s'emballe, parce que votre voiture ne freine pas quand elle devrait, parce que plein de bonnes raisons, parce qu'un avion va perdre le contrôle et s'écraser. Et en fait, aujourd'hui, il y a ce besoin de contrôle sur des langages de haut niveau que les humains peuvent encore comprendre et doivent encore comprendre. Parce que je ne pense pas que c'est la machine qui le fera à notre place, et je ne crois pas qu'il soit désirable que demain, on fasse faire à un LLM ce travail de revue de code pour engager l'avis des gens sur des choses qui sont ultra sensibles. Donc, en revenant là-dessus,
Je pense par contre que ce qui va se passer dans les compilateurs dans les années futures à venir, hem, je pense que ces compilateurs par contre vont très probablement s'appuyer sur de l'IA, très probablement, pour pouvoir justement, effectuer des passes, on va dire, d'optimisation extrêmement guidées, dans certains cas ou d'apporter une «compréhension» entre guillemets du code qui a été, exprimé dans un langage de haut niveau au compilateur, donc à son front-end et surtout à son back-end et donc tout ce qui se passe entre les 2. N'oubliez pas qu'un compilateur est divisé en plusieurs parties. Il y a le front-end qui représente votre langage de haut niveau, le back-end qui représente la partie enfin la technologie, le langage machine vers lequel vous ciblez la génération de code. Mais il n'est pas impossible que plus tard, certains compilateurs s'adjoignent de modèles d'IA extrêmement experts et extrêmement ciblés sur certaines parties pour analyser le code qui a été produit dans le langage de haut niveau, pour trouver par exemple des opportunités d'optimisation ou potentiellement de détecter du bug pour que le compilateur nous prévienne bien à l'avance que le code que l'on a écrit ou que l'on a fait écrire par une IA est potentiellement buggé parce que le compilateur a cet avantage, c'est que comme il doit compiler un programme, il a cette vision globale sur l'ensemble d'un projet. C'est-à-dire qu'il va compiler unité de translation par unité de translation. Quand je parle d'unité de translation, c'est en gros un fichier source. Il va compiler donc fichier source par fichier source pour ensuite assembler tout ça avec son linker. Et donc, il va avoir cette vision globale de ce qui a été généré et les opportunités soit d'optimisation ou d'analyse de code pour trouver des bugs qu'aujourd'hui on a du mal à trouver au-delà de faire une analyse statique de code. C'est le rôle des analyseurs statiques de code tels que Sonar, et il en existe plein d'autres, ou des analyses dynamiques de code, c'est-à-dire au runtime, et ça c'est plus embêtant parce que pour pouvoir détecter des bugs, si on doit faire tourner le programme, c'est-à-dire que souvent il y a peut-être un truc qui manque, mais ce sont des techniques qui évidemment existent, y compris pour des langages type le C, le C++, etc. Donc tous ces, toutes ces, toutes ces choses, je pense que ça va, au contraire, plutôt que de remplacer les compilateurs à terme, je pense que ça va les renforcer. Et je pense que de plus en plus, l'IA va continuer de se focaliser sur là où elle est très très forte, c'est-à-dire la partie sémantique. L'IA n'a pas besoin de savoir que le processeur X, Y ou Z a 32 registres, dont 16 qui sont en virgule flottante, qui doivent être utilisés comme ci, comme ça, etc., etc. Ça, ce sont des règles strictes, très très bas niveau, pour lesquelles l'IA n'a pas vraiment d'intérêt en soi, hormis, comme je le disais, dans certains cas qui pourraient être arriver dans les compilateurs plus tard pour faire de l'optimisation sur certaines choses ou aider le compilateur à prendre des meilleures décisions dans certains cas. Mais par contre, je pense qu'il va falloir continuer à concentrer l'usage des LLM et de l'IA sur là où elle est très forte, c'est-à-dire la partie sémantique, c'est-à-dire je lui pose une question, je lui demande, écris-moi un code qui fait ceci ou cela. L'IA va transformer l'idée que vous avez en tête en un code qui est lisible par un humain, qui est auditable, qui est modifiable, sur lequel on va pouvoir itérer, et c'est ce code-là qu'on va pouvoir récupérer et faire compiler par différents compilateurs et qui produiront tous normalement le même résultat. Parce que ne pas vous oublier encore une fois, ce sont des automates et ce sont des automates qui doivent toujours donner le même état. Alors, comment on peut garantir justement que notre code est juste d'un point de vue bug, juste d'un point de vue implémentation et que le code n'est pas défaillant, qu'il soit écrit par un humain ou par un LLM? Eh bien, depuis très 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 longtemps, sachez, si je parlais tout à l'heure de l'industrie aéronautique ou de l'industrie automobile, c'est pas tout à fait anodin. Parce que les compilateurs qui sont utilisés dans certaines de ces industries sont des compilateurs qui ont été prouvés formellement, d'un point de vue mathématique, que en fonction de ce qu'on rentre en termes de code source, qui doit être produit et vérifié formellement. Alors, il existe des outils qui, depuis fort longtemps, ma foi, prenons le cas par exemple de CompCert, c'est un projet dont l'objectif est de réaliser des compilateurs qui soient certifiés formellement. Et quand je dis certifiés formellement, c'est certifié formellement d'un point de vue mathématique. D'ailleurs, si ça passe, si les compilateurs sont certifiés, on a la garantie que le code qui est produit par rapport à ce qu'on lui a mis en entrée est garanti d'être exempt de bugs, est garanti d'être exempt de ce que l'on appelle les undefined behavior ou ce genre de choses. Donc tout ça, il existe beaucoup d'outils, enfin beaucoup,
pas tant que ça au final, mais il existe des outils, je vais plutôt le dire comme ça, qui permettent d'apporter une preuve formelle sur la génération, d'un binaire d'après un code source par des compilateurs certifiés. Donc il y a CompCert qui sert à ça, mais il existe aussi d'autres logiciels qui sont beaucoup plus anciens. Je pense à Rock, qui anciennement s'appelait Coq, qui est un logiciel français, qui dès le début, je dirais, des années 80, était une idée de chercheurs qui permettait de dire comment on peut avoir la capacité, remettons-nous dans le contexte début des années 80, on n'avait pas la puissance des machines que l'on a maintenant, et l'informatique était encore balbutiante, si j'ose dire. Et donc, la question de base, c'était comment prouver que le code qui est généré à destination de certaines industries, de certains use cases qui sont extrêmement sensibles, par exemple faire voler des avions, faire rouler des voitures, j'en passe et des meilleurs, donc faire tourner des centrales nucléaires, je ne pense pas qu'il soit désirable de dire à LLM, vas-y, écris le code pour faire tourner la centrale nucléaire, on le met directement en prod. Donc il faut avoir la garantie que ce qui a été produit et que le code qui tourne finalement dans ces calculateurs soit bon. Et donc, Coq, historiquement, avait pour vocation d'apporter une preuve formelle mathématique sur la génération du code versus un langage en entrée. Donc, permet de vérifier formellement qu'un compilateur n'est pas défaillant. Donc, Coq a évolué au fur et à mesure des années, est devenu Rock, mais ça reste le même objectif, et c'est la même chose que CompCert qui permet donc d'aller certifier, de produire des compilateurs certifiés dans des use cases bien précis. Et en fait, je pense que vous pourriez d'ailleurs me rétorquer que oui, mais si j'écris du bug, que ce soit avec un LLM ou pas, et que mon code est buggé, le compilateur va générer du code buggé. Oui, c'est évident, ça ne va pas vous protéger de bugs logiques. Voilà. Par contre, ça va vous garantir que le code qui est généré, d'une part, il est répétable, c'est-à-dire on est capable de reproduire systématiquement le même code avec le même compilateur, et que ce code n'a pas de undefined behavior, n'a pas de comportement inattendu quand il va fonctionner en réel dans un microprocesseur, dans une architecture matérielle donnée. Voilà. Et ça, c'est quand même super important. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre votre voiture et rouler globalement sans trop de risques que votre véhicule devient complètement fou parce qu'il y a un comportement bizarre. Alors, c'est aussi, je pense pour les années à venir, un vrai challenge parce que de plus en plus, le code que l'on écrit est produit par des LLM. Alors c'est un challenge, pourquoi? Parce que on le voit en ce moment, on parle beaucoup de vibe coding, et très souvent, moi quand j'écris du code avec des LLM, typiquement Claude Code par exemple, je dis pas que je fais du vibe coding, parce que pour moi le vibe coding c'est quand même très, très négatif, je trouve, comme façon de voir, c'est de dire ok, je me mets derrière ma machine ou voir sur mon smartphone, je prompte. Et puis je dis, bah vas-y, écris ça, et puis peu importe le code qui sort, c'est direct to prod, et voilà. Moi, je fais pas de vibe coding, je fais du code assisté par l'IA. Je relis systématiquement chaque ligne qui est produite par mon LLM. Je relis l'architecture, je relis comment sont structurées les classes, je relis tout. Et en fait, la production de code, pour moi, devient finalement une facilité, puisque pourtant j'adore coder, pour la plupart vous me connaissez, mais pour moi la production de code devient réellement une facilité qui devient plus efficace avec un LLM. Pourquoi? Parce que maintenant, si j'ai besoin de produire du code sur des langages que je maîtrise moins, typiquement par exemple le Python, ça pourrait être du TypeScript par exemple, ce genre de choses, en vrai, ces LLM me permettent de produire du code juste par rapport à ce que l'idée que je me fais de l'architecture et de comment je l'écrirais moi. Effectivement, je guide énormément les IA que j'utilise. Alors Claude, mais pas que Claude, hein, je les guide énormément en disant je veux que le code soit écrit de telle façon, avec telle syntaxe, avec tel formatage, etc. pour au final obtenir du code que j'aurais probablement écrit à la main moi-même. Voilà, pour moi, ça c'est l'objectif. Donc, évidemment, de plus en plus, on produit du code avec de l'IA. Donc, ce qui, évidemment, ajoute un risque, c'est-à-dire que les gens qui sont entre leur chaise et clavier se disent, bah écoute, j'accepte systématiquement ce que me dit l'IA sans forcément revoir le code. Donc ça, je pense que les compilateurs, de toute façon, n'y feront rien. En revanche, là où ça nous apporte un garde-fou, c'est qu'on va continuer à produire du code de haut niveau et que les LLM vont continuer à se concentrer sur de la production sémantique.
Et c'est ça qui est important. Et cette production sémantique sera toujours lisible et reviewable par des humains derrière, et ensuite traitable par des compilateurs qui, eux, feront le travail de transformer une expression formalisée dans un langage de haut niveau vers du langage machine exécutable dans un microprocesseur, dans un FPGA, que sais-je encore. Voilà. Donc, voilà un petit peu ma vision des choses pour les années à venir. Donc, en conclusion, je pense que les compilateurs vont pas disparaître. Bien au contraire, leur rôle va s'intensifier au fur et à mesure des années. Pour autant, ils vont très probablement s'adjoindre de certaines capacités avec de l'IA, potentiellement, ou des modules d'optimisation qui auront été créés par de l'IA pour être encore plus efficaces, plus performants sur les décisions qu'ils doivent prendre sur produire ou ne pas produire du code machine, optimiser ou ne pas optimiser certaines parties du code machine, et avoir finalement du code machine qui soit de bonne qualité et qui soit utilisable sans bug majeur, et toujours de plus en plus fiable et toujours de plus en plus rapide et efficace. L'objectif, quand on travaille avec des compilateurs, quand vous-même, si vous faites du C, du C++, du Rust, etc., on va souvent avoir pour objectif à aller compiler avec les optimisations de plus haut niveau pour avoir le code le plus rapide et efficace possible. Voilà. Et donc, je pense que les compilateurs vont devenir de mieux en mieux, meilleurs, toujours meilleurs sur ces sujets-là, parce que la machine aussi va permettre de pouvoir produire des systèmes d'optimisation, des modules d'optimisation qui nous permettront de profiter au mieux des caractéristiques de nos microprocesseurs et architectures matérielles. Voilà. Et donc, je vais essayer de remonter un petit peu sur sur vos commentaires, parce que je vois que ça a pas mal discuté pendant que je parlais. Je vois un certain nombre de commentaires. Alors, je remonte tout doucement pour voir un petit peu. Alors, il y a Chefnet qui disait FFmpeg, les gens se rendent pas compte du niveau. Oui, les gens, allez voir le code source de FFmpeg. Alors, FFmpeg qui historiquement a été créé par l'inénarrable Fabrice Bellard, auteur lui-même de QEMU et des plein d'autres sujets que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs en physique, puisqu'il est venu voir une de mes conférences. Donc Fabrice, je te salue au passage. Donc allez voir le code de FFmpeg, et le code machine qui est écrit à la main, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est du très 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 haut niveau de code assembleur. Bref, voilà, c'est très très haut niveau de compétences. Et je pense que... Alors, il y a quelqu'un qui dit... je redescends. Il y a Ludovic. Salut Ludovic. Je pense que quand tu relis le code d'un tiers, tu te dis aussi what the fuck. Mais au final, c'est le résultat qui compte, du compute qui fait foi. Alors, oui, des fois, c'est vrai que on voit quand on relit le code d'un tiers, on a tendance à se dire, mais what the fuck, mais qui est-ce qui l'a écrit, mais comment il l'a écrit, moi j'aurais pas écrit ça comme ça. C'est vrai que en tant qu'être humain, et j'ai remarqué ça d'ailleurs en manageant des équipes tech depuis quelques années maintenant, très très souvent on a un regard extrêmement critique sur le code produit par autrui. Et c'est vrai que très souvent, la première chose que l'on fait quand on récupère le code de quelqu'un d'autre, qu'il soit un code legacy ou pas, c'est de dire oh là là, mais c'est de la merde, mais c'est mal écrit, patati patata. Et j'ai l'impression que le fait de passer sur des LLM pour produire le code de haut niveau est en train de lisser plus ou moins tout ça, pour deux raisons. Parce que d'une part, le code qui est produit par un LLM est souvent de meilleure qualité, en tout cas du premier coup, de meilleure qualité que ce que les gens avaient écrit par eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et ça m'attriste, c'est malheureux à dire, je pense que la plupart des gens, quand ils font produire du code à leur LLM, ne relisent pas complètement leur code, voire pour certains, je l'ai déjà vu, ne relisent pas du tout le code qui a été produit. Alors juste, ça marche, mais des fois, on se dit que bon, il pourrait faire un petit effort. Effectivement, comme on se dit souvent, bah, peu importe comment est écrit le code, c'est le résultat qui compte. Ouais, c'est le résultat qui compte, mais on verra dans quelques années, et je pense même avant quelques années, quand on va se retrouver avec des tartines de code legacy qui aura été produit par l'IA dans des conditions épouvantables, et on commence à en voir et on commence à en avoir, parce qu'on commence à voir certains projets et des projets majeurs qui commencent à avoir des bugs majeurs ou des problématiques de qualité de code. Ça va être un vrai challenge pour le futur. Moi, j'ai envie de dire, les gens qui vont devoir maintenir, là, dans les années qui viennent, le code legacy produit par des IA dans des conditions où seul le time to market prévaut, moi, j'ai envie de dire, bonne chance. Franchement, ça va pas être simple.
Voilà. Alors, il y a Philippe qui me dit, «Pas d'accord sur la qualité de code et les optimes. Un dev junior sérieux au bout de 2 à coder sera meilleur». Alors, c'est ce que je dis Philippe, je dis pas que les gens produisent du code de moins bonne qualité que l'LM. Je dis que souvent, les gens, du premier coup, voilà, souvent du premier coup, le LM produit un code de meilleure qualité, mais ça dépend aussi énormément du prompt. C'est vrai que je devrais dire ça. Moi, je passe énormément de temps à préparer ce que je veux faire à mon LLM, typiquement dans Claude Code. Avant de faire générer une ligne de code par Claude Code, je passe en mode plan et j'itère pendant de très très longues minutes, parfois voire heures, avant de lui dire ok, le plan d'implémentation de ce que j'ai en tête, il est bien décrit, c'est comme ça que doivent se dérouler les choses, vas-y maintenant code. Voilà. Effectivement, ça permet d'obtenir un code de très bonne qualité et qui fonctionne bien globalement du premier coup. Après, les gens qui produisent juste du code, je dirais, au kilomètre, voilà, sans trop se poser de questions, parce que seul le résultat compte et seul le time to market compte, ouais, je pense que ça va vite être un problème. Enfin bon, c'est c'est comme ça. En tout cas, pour finir sur ce sujet des compilateurs, très clairement, je pense que les compilateurs vont continuer à vivre. Voilà, encore des années, des années et des années, qui vont s'améliorer. Ce sont déjà des petits bijoux d'ingénierie logicielle pour la plupart. Quiconque a déjà écrit un compilateur et quiconque a déjà été regarder comment fonctionnent les compilateurs de très haut niveau savent de quoi je parle. Voilà, ce sont des bijoux vraiment d'ingénierie et très complexes à écrire, très complexes à maintenir, parce qu'en plus, ils doivent la plupart du temps gérer plusieurs langages en entrée, mais aussi plusieurs destinations, plusieurs back-ends, donc différentes micro-architectures. Donc c'est toujours très 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 compliqué et il y a tout un système algorithmique de différents algorithmes qui ont été mis au point justement pour essayer de faire des optimisations en différents niveaux. C'est-à-dire gérer au mieux la coloration de registres pour sélectionner les registres qu'on va utiliser, en évitant les, pareil pour gérer la mémoire, pour éviter les cache miss, ce genre de choses, etc. Faire de l'analyse globale de projet pour pouvoir déduire des optimisations, des opportunités d'optimisation pour factoriser ou au contraire inliner du code quand c'est nécessaire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et ça, je pense que ces programmes-là vont continuer à exister et ils vont devenir de plus en plus complexes, probablement grâce ou à cause de l'IA. Voilà. Et puis, et à mon avis, ils ne sont pas prêts de disparaître. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés au terme de ce live. J'espère que le sujet vous a plu. Là, je vous ai livré surtout ma réflexion, j'irais un peu à brûle-pourpoint sur ces sujets. Évidemment, encore une fois, je ne prétends pas du tout avoir une boule de cristal où la science infuse sur ce genre de sujet, et je pense que bah, seul l'avenir nous dira où ça va nous amener, tout ça. En tout cas, l'idée de ce type de sujet, c'est d'essayer d'ouvrir un petit peu les yeux à différentes personnes qui pourraient être tentées de croire parfois certaines phrases un petit peu putaclic de certaines personnes dans certains réseaux sociaux ou certains médias. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer de prendre du recul et que je pense que la vérité n'est pas à un bout ou à l'autre, elle est souvent un petit peu entre les deux. Donc, on verra ça. Et donc, on va terminer là et on va aller rejoindre notre ami Titi Bobby qui nous attend sur son live. Je pense qu'il est chaud patate. Il est chaud patate, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il soit complètement chaud. Il me dit, moi, je ferai tout mou pour point. D'accord. Je crois que Thierry est pas très, très, très en forme aujourd'hui. Donc, on va faire le raid chez notre ami Titi Moby. Hop, je prépare ce petit raid tranquillement. Et puis, il n'y aura pas de live la semaine prochaine pour différentes raisons. Donc, on se retrouve normalement dans 2 semaines pour un nouveau live et un nouveau sujet. En tout cas, d'ici là, profitez bien, geekez bien, n'hésitez pas à partager et tout ça, c'est toujours super, super important. Et juste pour terminer, un petit peu d'autopromo, allez vous abonner, liker, partager, commenter, c'est toujours super important pour nous qui créons un petit peu de contenu, d'avoir un peu de feedback. Et n'hésitez pas aussi à partager les différentes idées de sujets que vous souhaiteriez voir.
Et d'ici là, bah écoutez, on se retrouve donc dans 2 semaines et moi je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, bye bye.